Bienvenue sur Géopolitis. Ils ont droit à des qualificatifs stigmatisants, on les appelle les États faillis ou les États en déliquescence. Il y en a toujours eu dans le monde, mais ces temps-ci, ils ont tendance à se multiplier. Des exemples, la Somalie, la Libye, le Yémen, l'Afghanistan ou l'Irak. Dans ces États, ou ce qu'il en reste, on considère que le gouvernement en place, s'il en subsiste un, n'est plus en état d'assurer ses missions essentielles, et notamment la sécurité de sa propre population. En Libye, il y a 2 gouvernements, 2 parlements. Donc, un gouvernement et un parlement de trop. Mais lesquels? C'est un État failli. En Somalie, le gouvernement est obligé de quitter la capitale sous peine d'être passé par les armes. C'est aussi un État failli. Au Yémen, c'est une milice armée qui a pris le pouvoir à Sanaa, la capitale. Là encore, on parle d'un État failli. Failli, en déliquescence, effondré, déficient. Il y a autant de termes et autant d'experts pour qualifier un même constat. On a affaire à une nation soumise au règne brutal et arbitraire de milices, de groupes criminels ou mafieux, ou encore de seigneurs de guerre. Cela concerne, selon les critères retenus, entre 20 et 60 pays. Géopolitis se plonge dans le monde des États faillis. Il y a des constatations qui ne trompent pas. Quand un gouvernement central est si faible ou si impuissant qu'il n'exerce qu'un contrôle fantôme sur une bonne partie de son territoire, c'est un État en déliquescence. Lorsque sa légitimité même est contestée, lorsque ses décisions restent sans effet, lorsqu'il n'assure plus aucune continuation dans les services publics, c'est un État failli. De même, lorsque les droits de l'homme sont violés systématiquement, lorsque ce qui reste des agences de l'État ne sert plus qu'à assurer le bien-être des élites dominantes, ou lorsque l'impunité est de règle au sein d'une armée qui se livre au pillage systématique, c'est un État failli. Ce vocable d'État failli a été inventé il y a une dizaine d'années par un magazine américain, Foreign Policy, qui a établi une liste de ces États. Y figure désormais la Libye. Le colonel Kadhafi est tombé, enfin on l'a fait tomber il y a 4 ans. Résultat, une anarchie générale, cause d'insécurité pour l'ensemble de la région. Voyez ce reportage de la RTS commenté par Claude Ayer. Depuis la mort du colonel renversé par son peuple avec l'aide d'une coalition occidentale dans la foulée du printemps arabe, la Libye plonge de plus en plus dans l'anarchie. 2 gouvernements se disputent le pouvoir et des milices locales tiennent le haut du pavé. Le groupe État islamique contrôle même une ville et vient de se faire remarquer en décapitant 21 chrétiens coptes d'Égypte. Et si l'on descend à présent de quelques degrés sur l'échelle des États en difficulté, il convient de parler des États fragiles, ceux qui risquent la faillite ou la déliquescence. Un État fragile, c'est un pays dont le gouvernement n'assure pas les conditions minimales de sécurité et de survie à l'ensemble de sa population. Selon cette définition, cela veut dire que près de 2 milliards de terriens connaissent cette situation. Tout récemment, les miliciens somaliens, les Chebab, ont fait parler d'eux en menaçant plusieurs centres commerciaux en Europe et aux États-Unis. Ce sont ces hommes de l'organisation islamiste des Chebab, branche franchisée d'Al-Qaïda en Somalie, qui avaient déjà perpétré un attentat de grande envergure dans un centre commercial du pays voisin, le Kenya. C'est en 1991, il y a 24 ans, que le pays a plongé dans l'anarchie, livré qu'il était aux seigneurs de guerre et aux chefs tribaux. L'Amérique avait envoyé ses GIs pour aider la Somalie. Ce fut la guerre, les déplacements massifs de population, l'arrivée des milices dites des tribunaux islamiques, l'implication militaire de milliers de casques bleus de l'ONU, la multiplication des opérations humanitaires, pour la plupart vouées à l'échec en raison de la persistance de la violence générale. Un récent attentat en plein centre de Mogadiscio, dans un hôtel, a fait 25 morts. Le palais présidentiel et le Parlement ont été mitraillés. Les Chebab, actuellement en train de perdre certaines de leurs positions, seraient sur le point, eux aussi, de prêter allégeance à l'État islamique. De tout temps, le pays a souffert de ces divisions politiques, religieuses et ethniques. Mais cette fois, le Yémen a explosé. Le territoire est désormais fragmenté, divisé entre milices religieuses, factions tribales et groupes terroristes. À Sanaa, la capitale, le président a pris la fuite.
les milices chiites, les Houthis, avec ici leurs dirigeants politiques ayant pris le contrôle du Parlement avant de se saisir de la présidence. Tout cela sous les yeux de l'autre grande milice, le groupe franchisé d'Al-Qaïda dans la péninsule panarabique, AQPA, qui, à son tour, s'est lancé dans une effroyable politique d'attentats. À noter que le groupe d'Al-Qaïda, lui aussi, a déclaré s'être rallié à l'État islamique, illustrant, au Yémen en tout cas, la dangereuse alliance politico-militaire entre Al-Qaïda et Daesh. C'était l'aéroport de Tripoli, un aéroport bombardé par un avion du gouvernement légitime, basé à Tobrouk, en riposte à une attaque lancée par des miliciens alliés au mouvement de l'Aube libyenne, le groupe qui contrôle la capitale. C'est cela, la Libye de 2015, un pays où les deux gouvernements rivaux se bombardent mutuellement. Les services de l'État ne fonctionnent plus, du reste, il n'y a plus d'État, mais c'est parce qu'il n'y a aucune présence étatique forte que le scénario du pire est en train de se concrétiser. Les djihadistes de l'État islamique autoproclamé en Syrie et en Irak sont parvenus à se rendre maîtres d'une bonne partie du pays, désireux d'établir là aussi un califat à quelques centaines de kilomètres des côtes européennes de l'Italie. Les attentats se multiplient, Rome serait partisan d'une intervention armée, mais aucun autre pays européen ne semble désireux de participer à quelque coalition que ce soit. Et voilà que les infrastructures pétrolières sont désormais frappées. En somme, la Libye sera passée en quelques mois de la dictature la plus dure à l'anarchie la plus sanglante. L'invité de Géopolitis, Jean-Marie Guéhenno, vous êtes président de l'ICG, l'International Crisis Group, qui est une référence en matière de géopolitique. Puis je rappelle que vous étiez secrétaire général adjoint des Nations Unies. Alors ces États faillis, le concept n'est pas nouveau, il y en a toujours eu, mais là il y a quand même une multiplication de ces États faillis ou en déliquescence. Ça nous inquiète quand même tous. Oui, quand on regarde par exemple la carte de l'Afrique ou la carte du Proche-Orient, on voit des espaces qui maintenant dépassent les États, ils sont contigus, c'est-à-dire en gros de tout le Sahel et puis les parties du Soudan, la Corne de la Somalie. C'est un vaste espace où il n'y a pas de contrôle des frontières, où il n'y a pas de contrôle du territoire. Et pas de contrôle d'État parce qu'il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'État, et c'est ce qui est en train de se passer maintenant au Proche-Orient, où on voit Syrie, Irak. Il n'y a plus de frontières entre la Syrie et l'Irak. Il y a une vaste zone où se battent l'État islamique, différents mouvements, et puis ceux qui restent des États, mais souvent appuyés par des milices. On voit ce qui commence au Yémen, où là aussi on risque d'avoir un autre espace non gouverné. Et je crois qu'il y a un problème de seuil qualitatif, c'est-à-dire qu'une poche non gouvernée, c'est déjà très mauvais, d'abord pour les personnes qui y vivent. Oui, bien sûr. Mais quand ce sont de vastes espaces, à ce moment-là, c'est l'équilibre stratégique du monde qui commence à être mis en cause. Alors, il fut un temps où les États européens ou autres intervenaient pour rétablir l'ordre, rétablir les frontières, rétablir même des gouvernements. Et maintenant, on a l'impression que la règle, c'est l'impuissance. On constate que c'est un État failli et on ne fait rien. C'est-à-dire que les 15 premières années du 21e siècle ont été 15 années d'interventionnisme. Il y a eu les interventions américaines, bien sûr. Il y a eu les interventions de l'ONU. Et au fond, au bout de ces 15 ans, il y a un doute. On se dit, c'est cher, c'est compliqué, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on fait? Et c'est dangereux, voire le terrorisme. Bien sûr, c'est dangereux pour ceux qui s'y engagent. Et est-ce que quelquefois, on ne provoque pas des retours qui sont plus dangereux que la situation qu'on avait avant? Moi, je pense que le défi politique aujourd'hui, c'est de trouver un équilibre. C'est-à-dire que l'hyper-interventionnisme, on a vu les catastrophes que ça peut provoquer. Par exemple, la Somalie. Par exemple, la Somalie. Oui. Ou par exemple, aujourd'hui, l'Irak, qui est un désastre, franchement. Donc, on voit bien que faire trop confiance à la puissance militaire pour régler les problèmes, c'est extrêmement dangereux. Je pense que d'un autre côté, attendre que les États faillis se résolvent le problème tout seuls, c'est aussi dangereux. Parce qu'un jour, on voit des gens des États faillis ou des personnes qui sont allées s'entraîner dans les États faillis qui reviennent. Et donc, il faut quand même se préoccuper du problème à la source, à la fois pour des raisons humanitaires et pour des raisons stratégiques. Alors, vous qui avez occupé de très hautes fonctions aux Nations Unies, ça ne suffit pas d'envoyer des casques bleus. Absolument. C'est un pis-aller, quoi. On fait semblant d'aider. Enfin, on peut aider, mais plus j'ai eu de troupes
sous ma responsabilité. Et quand j'ai quitté les Nations Unies, il y avait près de 100 000. 100 000 casques bleus actuellement. Et on est toujours à ces chiffres-là, très élevés, qui sont les plus hauts dans l'histoire des Nations Unies. Plus j'ai eu de troupes sous ma responsabilité, plus je me suis convaincu que certes, ces troupes pouvaient jouer un rôle, mais que si elles n'étaient pas au service d'une stratégie politique, à ce moment-là, on n'arriverait à rien. Et trop souvent, les gouvernements, les opinions se focalisent sur les troupes, parce que les troupes, on peut les compter, c'est des bataillons, c'est concret. Ça se voit à la télévision. Exactement. Oui, les stratégies politiques, c'est beaucoup plus impalpable. Et pourtant, c'est la fondation de toute réussite. Mais c'est ça le fond du problème. Qui va définir la stratégie politique? Et là, il y a une question de légitimité. Parce que les Nations Unies, en principe, devraient être cette organisation qui est au-delà des clivages partisans. Oui. Et la légitimité, c'est un élément essentiel de la réussite, parce que c'est ce qui vous fait accepter. Mais on voit malheureusement que de plus en plus, dans certaines zones du monde, même les Nations Unies sont contestées. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, en Libye? État failli, maintenant, en quelques mois, en quelques années, on intervient, on n'intervient pas, on laisse faire? Alors en Libye, s'il y a une chose dont je suis convaincu, c'est qu'aujourd'hui, une intervention militaire serait catastrophique, qu'elle ajouterait au problème loin de le régler, que la priorité absolue en Libye, ça doit être de rétablir l'unité de la Libye, de rétablir l'unité. Vous savez qu'en Libye, il y a maintenant deux gouvernements, deux parlements, un à l'est, un à l'ouest, et que celui de l'est, soutenu par l'Égypte, pense qu'il peut en quelque sorte écraser celui de l'ouest, qu'il qualifie d'islamistes. Et bien sûr, il y a beaucoup d'islamistes, mais dire que les uns sont des séculiers et les autres des islamistes, c'est une caricature. Je crois que la priorité politique, c'est d'essayer de rapprocher ces deux pôles libyens et de les rapprocher, pas en excluant les plus durs dans chaque pôle, parce que si on exclut les plus durs, on aura peut-être un rapprochement, mais entre des gens qui ne contrôleront pas le territoire libyen. Il faut créer une masse critique libyenne qui ensuite peut traiter certains groupes qui ne seront jamais susceptibles d'une négociation. Alors c'est pareil aussi en Somalie ou dans bien des États, en République centrafricaine, mais qu'est-ce qu'on fait? On dialogue ici, à Genève? Ça marche ou ça marche pas? Ça marche. Vous savez, je préside aussi le Centre pour le dialogue humanitaire qui est basé à Genève. Et quand on voit les efforts de médiation qui se font dans la discrétion, parce que la médiation, souvent, plus on en parle, plus... Alors, il faut que ça soit fait discrètement. Il faut que ça soit fait discrètement. Et vous voyez, par exemple, sur la Tunisie, le Centre pour le dialogue humanitaire a aidé les partis à conclure une charte pour les élections qui a contribué à la tenue paisible des élections. Et la Tunisie, il y a eu cet attentat tragique de l'autre jour, mais malgré tout, ça reste une réussite du printemps arabe. Donc moi, je crois à la médiation. Et dans la médiation, il faut accepter de parler à tout le monde, à condition qu'évidemment, on accepte aussi de vous parler. Mais il ne faut jamais exclure par principe une partie de médiation. Donc, pas de désespoir ou de perte d'espoir même dans ces États faillis. Il faut pas. Une très grande inquiétude, parce que la multiplication de ces États faillis fait que le Conseil de sécurité, qui est quand même l'instance de recours de la communauté internationale, le Conseil de sécurité, aujourd'hui, disons-le, il est dépassé. Entre les divisions en son sein, à cause de la crise ukrainienne en particulier, et puis la multiplication des crises, le Conseil de sécurité est beaucoup moins l'instance de référence et d'action qu'auparavant. Merci Jean-Marie Guénaud. Je rappelle que vous êtes le président de l'ICG, International Crisis Group, et que vous avez été secrétaire général adjoint des Nations Unies. Merci à vous. Merci. Plus dangereux que l'État failli, il y a l'État voyou, en anglais rogue state, et ce n'est pas du tout un État en déliquescence, au contraire. Un État voyou, c'est un État plutôt fort et qui fait régner la terreur à la fois chez lui et parmi les pays voisins. Un État voyou n'hésite pas à planifier et organiser des attentats à l'étranger qu'il fait mettre sur le compte de groupes terroristes financés par lui-même et qui lui servent de paravent. On peut parler ici de pays qui ont été des symboles mêmes d'États voyous et qui ont eu recours à plusieurs reprises dans l'histoire relativement récente à des pratiques terroristes, le plus souvent restées impunies. La Libye de Kadhafi, l'Iran de Khomeini, la Syrie de Hafez el-Assad ou encore la Corée du Nord de Kim Il-sung. Aujourd'hui, le concept est moins usité, non pas qu'il y ait moins de voyous à la tête de certains États, mais on ne veut plus guère stigmatiser de tels États partant du principe que l'on a besoin d'eux pour lutter contre plus dangereux qu'eux-mêmes. C'est cela aussi la réelle politique.
Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos commentaires et réactions sur ce thème des États faillis. À votre disposition, des références de sites vidéo, des sites internet pointus, de l'infographie, des archives, la possibilité de podcaster cette émission de la RTS. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.